Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report. Bienvenue dans la review de WWE Monday Night Raw du 13 juillet 2020. Nous étions à Orlando en Floride au Performance Center d'NXT pour Monday Night Raw Must Be Monday. Et bienvenue à la moitié des spécialistes, Monsieur Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et on est parti pour cette belle review concernant Monday Night Raw. Avant toute chose, j'aimerais donc du coup, par commentaire, beaucoup de questions pour vous les amis. Première question, vous avez vu, je pense que vous l'avez vu, on a changé de logo. Donc voilà, un nouveau logo avec une dimension un peu plus spacieuse que l'autre. Je ne sais pas si ça va vous plaire. On l'a fait pour l'occasion. On cherche à faire vraiment des changements, du renouvellement en fait, histoire que ça vous plaise, histoire que le contenu vous plaise également. Et le but évidemment, c'est que vous vous abonnez, c'est que vous likez, que vous commentez en masse, que vous activez la cloche évidemment parce que c'est la base, en fait, c'est ce qui vous permet de pouvoir retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube avec juste une petite alerte euh, sur votre compte pour pouvoir savoir, en fait, tout simplement que j'ai sorti une nouvelle vidéo et surtout de partager à vos amis et à votre famille sûre. Voilà, voilà. Donc du coup, deuxième information, on est en train de préparer beaucoup d'interviews qui arrivent. Je ne vais pas tout vous révéler parce que c'est une surprise, voyez-vous. On va pas tout dire. Certains en plus n'est pas hyper sûr. Donc on ne peut pas vous dire des choses comme ça si ce n'est pas sûr. Pour l'instant, ce n'est que on va dire des choses prévues, mais pas hyper sûres, n'est-ce pas, Kevin? C'est prévu, mais on a de très gros noms. On a de très gros noms qui arrivent sur la chaîne, des très grosses reviews, des très grosses previews, des interviews, donc on vient de le dire. Il y a également des let's play qui arrivent. Je suis en train vraiment de me refaire un matos, donc PC portable, caméra, enfin tout ce que vous voulez pour pouvoir avoir un bon niveau de vidéo. Mais ce n'est pas le principal de cette vidéo. Le principal de cette vidéo, c'est Monday Night Raw. Et la première information que je peux vous donner sur Monday Night Raw, c'est un désastre. Car apparemment, Monday Night Raw du 13 juillet 2020 a réalisé les pires audiences de l'histoire du catch à la WWE. Ça veut dire que ça fait plus de 60 ans, donc 69 ans en tout, et plus de 10 ans que NXT est installé au Performance Center. Donc 69 ans en tout que la WWE est installée à Stamford au Connecticut et qui conquérissent le monde grâce à leurs audiences. Et malheureusement, apparemment, Monday Night Raw a été la pire audience pardon, de l'histoire du catch aux États-Unis. Donc c'est très Enfin, désastreux de pour... l'histoire de la WWE, pas du catch en général. Je ouais, crois Raw a été créé au début des années 90, donc ça fait 30 ans que Raw existe. et qu'on Et n'a pas eu voilà, autant de ça a mauvais... fait quand même. voilà, qu'on n'a pas eu autant de mauvaises choses dites à propos d'Euro, quoi. Ouais, je crois que ça fait 27 ans, puisque Raw 25 Years, c'était en 2018 qu'ils avaient fait ça, donc ouais, 27 ans. Ouais, 27 ans, probablement. Ouais, c'est ça, je crois. Du coup, dites-moi par commentaire, du coup, ce que vous pensez du logo de l'émission. Dites-moi par commentaire également ce que vous pensez de l'état d'Euro en ce moment. Parce que je suis désolé, on va en parler dans quelques instants d'Euro, mais je suis désolé, mais Monday Night Raw était pas si dégueulasse que ça. Il y avait des trucs vraiment Bah, compliqués, certes. Il y avait des segments bah un oui, peu compliqués, bah oui, c'est vrai, certes. c'était vraiment bon, hein, et je te propose même
tu vois, d'en parler, tu vois, parce que c'était quand même un bon show. Et rien que le début était très bon. Donc du coup, on commence le show, on ouvre le show plutôt, avec Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Le show s'ouvre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue et présentent les combats que nous aurons ce soir. On retrouve MVP, donc Montelvis Porter, sur le ring et il présente le VIP Lounge, donc MVP et son émission évidemment. Il interviewe donc son invité de la soirée, Dolph Ziggler. Donc Dolph Ziggler, c'est le prétendant numéro 1 au WWE World Heavyweight Championship pour ce week-end, les amis, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 pour Extreme Rules, la nuit où les règles deviennent extrêmes et pour la première fois pour Extreme Rules, ça sera sous le thème de l'horreur. Dolph Ziggler, donc du coup, est le prétendant au titre de Drew McIntyre et donc il a été invité avec MVP dans le VIP Lounge. Et donc du coup, MVP dit que Ziggler a construit McIntyre alors il sait quoi euh, pour l'avenir. Non, il sait quoi faire, pardon, pour l'avoir, pour le mener en bateau, quoi. C'est une bonne stratégie en plus de garder en secret la stipulation du show. Donc du coup, un peu plus tôt, vous savez, Drew McIntyre a laissé le choix en fait à Dolph Ziggler de choisir la stipulation euh, pour, euh, pour Extreme Rules. Et déjà, pour commencer à réagir sur ce petit point, je trouve que c'est une grave erreur à Drew McIntyre de laisser choisir son challenger. À moins que Drew McIntyre soit hyper confiant, qui ait hyper confiance en lui et qui sait qu'il va battre Dolph Ziggler. Bah, il Hmm. est toujours comme ça, Drew McIntyre. Il a Et toujours mais je confiance trouve en lui. que encore, bon, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Encore, il affronterait des catcheurs du genre. Et après, attention, les catcheurs que je vais citer, je les aime bien. Encore une fois. Encore, il affronterait des catcheurs comme Rusev, des catcheurs comme Aiden English, des catcheurs comme, je sais pas moi, James Ellsworth, c'est-à-dire des catcheurs, bon, Rousset, je le mets dedans, mais parce qu'il voilà, il a fini par jobber au bout d'un moment, avant qu'il parte, avant qu'il se fasse virer. Donc voilà, je le mets dans cette liste, mais je l'aime bien. Le truc, c'est quoi? C'est que on sait que Drew McIntyre va ressortir gagnant. Donc dans tous les cas, face aux trois, qu'ils soient face ou heel, il peut leur laisser la stipulation parce qu'il sait qu'il va relever le défi. Mais il faut se rappeler que Dolph Ziggler, c'est quand même un ancien 2 fois champion du monde de la WWE, vainqueur de la monnaie Money in the Bank. Il a gagné la mallette et en plus il l'a encaissé. C'est l'un des seuls à l'avoir fait d'ailleurs. Il y en a plein d'autres, mais il fait partie de tous ces gens qui l'ont encaissé. C'est un ancien 6 fois champion intercontinental, plusieurs fois champion des États-Unis, plusieurs fois champion par équipe également, dont un avec Drew McIntyre. Donc voilà, c'est un Triple Crown Champions. Le mec a réalisé des moments incroyables à la WWE. Il a sauvé également la team Cena face à la team Autorité au Survivor Series. Vous voyez, donc le mec, quand même, c'est le genre de mec qui est un peu un, un survivant. Vraiment, lui, c'est ça. C'est un gars qui est venu en 2010, en 2009-2010, avec Biggie Langston, pour ceux qui se souviennent, comme garde du corps, Et AJ Lee en tant et, que copine. et Jelly, qui l'a rejoint par la suite. Mm. Et on se doutait, et on s'est jamais dit que ce gars-là pourrait être champion, mais c'était tellement un très bon heel. Il a Et je été crois que son premier champion match en avec plus, le Spirit Squad par son, équipe également, ouais, mais je on me sait souviens, son jamais. Ouais, on premier sait. match en tant que Dolph Ziggler, Mm, son premier match en tant que Dolph Ziggler, c'est contre Batista. Et là, déjà, tu voyais le caractère du mec. mm, 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 C'est vraiment le mec, je me rappelle, il voulait serrer la main à Batista, hop, il lui met une feinte, il lui met un coup de pied. Tu vois, c'est là mm. que tu
on a su vraiment que À le mec l'époque, était malin. c'était la perfection. Aujourd'hui, c'est le show-off. C'est à peu près la même gimmick. Il a juste un petit peu amélioré. Ajusté, ouais. Mais en fait, comme j'ai dit, je trouve que c'est une grave erreur. Vraiment, je trouve que c'est une grave erreur du côté de Drew McIntyre de laisser Dolph Ziggler décider de cette opportunité. Parce que Dolph Ziggler, maintenant, il est malin. C'est-à-dire que le mec fait pas la même erreur que tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il va pas annoncer la stipulation à Drew McIntyre comme ça, du jour au lendemain, pour laisser Drew McIntyre se préparer à l'action. Il va le mettre en condition sérieuse lors du show, c'est-à-dire qu'il va révéler la stipulation lors du show même, ça veut dire qu'il va prendre à dépourvu Drew McIntyre, oui, à Extreme Rules, c'est-à-dire que Drew McIntyre ne sera pas prêt à la stipulation. Donc je sais pas, Dolph Ziggler peut décider, je sais pas que ça soit un two out the free fall, que ça soit un street fight, que ça soit n'importe quelle stipulation, un Extreme Rules également, c'est possible aussi. Il peut décider vraiment. Apparemment, la stipulation sera unique en son genre, comme l'a dit Ziggler. Donc, ce sera une toute nouvelle stipulation qu'on n'a jamais vue. C'est On clair va voir ce que sera, et mais du coup, j'espère que ça va pas être une blague, que ça va pas être une vieille stipulation comme le bar fight, parce que sinon c'est compliqué. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, là, on est un petit peu, on va dire, en plein questionnement, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que Dolph Ziggler prépare à Drew McIntyre? Et du coup, on est un petit peu, voilà quoi, un petit peu très très enjoué par désemparé, en ouais, fait. désemparé ouais, par Ça, cette histoire. On est en train de réfléchir en fait à ce qui se passe et plus on réfléchit et plus on se dit what the fuck, qu'est-ce qu'il va dire quoi. Donc du c'est coup, ça, en Drew fait. Il a dit McIntyre, qu'il allait annoncer la ouais, stipulation Extreme Rules et c'est intelligent de sa part, tu vois. mm, mm, Il l'annonce au moment du match, même pas au début du show, non, c'est au moment du match. et c'est ça qui est cool. Ça veut dire McIntyre, il va faire son entrée, Ziggler, il va venir avec le micro, et là, il va révéler son match. Du coup, vous le savez, la semaine dernière à Monday Night Raw, Dolph Ziggler a voulu continuer à perturber Drew McIntyre avant sa confrontation à Extreme Rules en lui ramenant un ancien de ses meilleurs amis, un mec qui a été viré ces derniers temps, qui a fait partie de la longue liste des personnes virées à cause du coronavirus et puis de toutes les périodes d'exclusion de la WWE. C'est Heath Ledger. C'est The One Man Band. C'est l'ancien leader des Freeman B. Il a fait également partie, Drew McIntyre, avec Jinder Mahal. On se souvient également des Social Outcasts ou encore de la Nexus ou du Core. Vraiment pas mal d'équipes que Heath Ledger a pu avoir. Il a également été en équipe avec Rhino avant qu'il parte à la Impact. D'ailleurs, c'est le tout premier champion par équipe de SmackDown. Petite référence. Et comment dire ça? Je trouve ça intelligent dans la manipulation, ce qu'on appelle le main games dans le catch. Vraiment Le la mind manie, game, ouais. la, Le jeu d'esprit, vraiment jouer avec son esprit, son hmm, cerveau. le mind games. Dolph Ziggler qui joue avec l'esprit de Drew McIntyre. Et il le ramène son ancien meilleur ami pour le défier. Drew McIntyre qui fume Slater en quelques minutes, même pas. Euh, Seconde, même pas minute, c'était seconde, là. Et du coup, vraiment, on peut se poser la question, quelle est la suite pour Heath Slater? Parce que le mec, il a été viré. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il serait en train de signer avec Impact, parce qu'il y a le prochain pay-per-view qui arrive de Impact, c'est Slammiversary. Et apparemment, il fait partie des noms pour Slammiversary, parce qu'on sait que Rhino veut le ramener. Donc, ça va être compliqué si la WWE veut le enfin, veut le re-signer.
Il faut qu'il le fasse dans les prochains jours parce que Slammiversary, c'est très très prochainement. Donc il va falloir que la WWE bouge s'ils veulent réengager Heath Slater. C'est ça. Et on se souvient tous que Slater a dit qu'au moment où McIntyre avait été viré, le seul mec qui rassurait McIntyre, c'était Heath Slater, c'était lui. Hum, hum, hum. Et McIntyre, je pense, il a dû faire pareil avec Heath Slater. Même si Heath Slater, il a dit que McIntyre, il lui a rien fait, il l'a même pas appelé, tout ça. Mais je pense que ça, c'était storyline. Ouais, c'était la storyline pour faire le mec qui Voilà, reproche les erreurs de Drew McIntyre pour vraiment le provoquer, quoi. c'est ça. Je pense en vrai quand même il a dû l'appeler tous les jours et au moment où il s'est fait virer. Tu vois, et peut-être même c'est lui qui a insisté pour qu'il revienne. En gros, il a peut-être parlé à Mr. McMahon pour qu'il revienne. C'est possible, ouais. Du coup, on va passer au prochain match, les amis. Donc, au prochain match, on va parler du premier match, pardon, du coup, de cette soirée avec un tag team match qui oppose Ivar et Eric, the former tag team champions, the Viking Raiders. Ils ont affronté l'équipe euh, avec Zelina Vega, l'équipe que dirige Zelina Vega, Angel Garza et Andrade. C'était donc un match par élimination. Donc première élimination, Andrade fait un running double knee, donc son faux finish sur Eric, et enchaîne avec son hammerlock DDT pour le compte de 3, alors que Garza avait fait un drop kick sur Ivar pour le sortir du ring. Et pour la deuxième élimination, Andrade prend le tag dans le dos grâce à Angel Garza qui a travaillé Ivar. Ivar veut faire un round kick, donc un spinning hell kick à Garza, mais Garza l'évite et Andrade reçoit le coup et Ivar le couvre pour le compte de 3. À la fin du combat, Garza évite une charge contre le coin et lui fait une powerbomb pour compléter avec un compte rapide de l'arbitre. Victoire d'Andrade et Angel Garza. Donc du coup, Angel Garza, Andrade, Ivar et Eric de Viking Raiders, c'était plutôt un bon match. Dans l'absolu, j'ai trouvé ça vraiment sympathique d'avoir un elimination match. J'ai trouvé ça sympathique vraiment d'avoir, bon, je sais pas si c'est totalement abandonné, mais vraiment, je trouve ça sympa de revoir les Viking Raiders sur le ring. Déjà, premier point que je veux dire déjà. Je trouve ça sympa de les revoir totalement sur le ring et pas à se vagabonder, à faire des épreuves avec les Street Profits. En parlant d'eux, d'ailleurs, vu que notre ami Angelo Dawkins est désormais devenu papa, c'est normal qu'on ne voit plus les Street Profits. D'ailleurs, à mon avis, vu qu'on les voit plus, les titres vont pas tarder à être rendus à la compagnie, à mon avis, et vont être remis en jeu, évidemment. Du coup, Andrade et Angel Garza, qui ont gagné ce match par élimination, totale victoire pour eux deux. Je trouve que Zelina Vega a fait vraiment du bon boulot, mais je pense que c'est aussi grâce un petit peu à Randy Orton que cette équipe fonctionne mieux. Parce que, c'est-à-dire que Zelina Vega, avant qu'il fasse équipe avec Randy Orton, on voyait cette tension entre Andrade et Angel Garza, on voyait que ça n'allait pas du tout entre eux. Et depuis que Randy Orton a réglé le problème en étranglant Angel Garza et en lui faisant comprendre les choses, désormais on a l'impression qu'Angel Garza il craint un petit peu Orton. On a l'impression qu'il est pas bien quand il catch. On a l'impression il, il surveille ses arrières un peu. Ah bah il a raison, hein, il fait bien ça. Et du coup, Andrade, pareil, qui est pas très bien non plus. Et du coup, maintenant, Andrade et Angel Garza qui fonctionnent bien, qui sont, comme il le Ça a dit, l'air, même on the s'il same y a des petits, page, comme il le dit. il y a des petits trucs vite fait par-ci par-là, mais Ça commence à voilà, être ça mieux, quoi. passe, on va dire. Ouais, c'est ça. On continue donc en C'est coulisses. ça, et Ah,
Tu voulais dire un truc? Franchement, je voulais juste rajouter un truc pour les Tag Team Champions de Raw. Je trouve qu'ils devraient les faire gagner soit à Garza et Andrade, soit à True Fly, Ricochet et Cédric Alexander, dont on parlera par la suite. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. En coulisses, Sarah est avec Ruby Riott. Mais les Iconics arrivent. Peyton Royce dit que c'est tellement triste de voir Riott seule. Je le dis dans le ton qu'elle l'a dit. Après une victoire contre Ruby Riott en solo, la victoire par équipe va suivre. Royce dit que le combat sera sûrement un handicap match, comme elle n'a aucune amie. Parce qu'elle se moque en fait que la semaine dernière, elle a battu Ruby Riott grâce à son Spinning Brainbuster, que Billy Kay l'a fumé également avec son Spinebuster, enfin son Spinebuster, finish. ouais, c'est ça. Et du coup, elles se sont foutues de sa gueule pour dire qu'elle est toute seule, qu'elle a pas d'amis et tout et tout. Et du coup, eh ben si, Léa Iconic, elle a des amis, Ruby Riott. Elle a des amis. Elle n'a pas que Liv Morgan comme pote. Elle n'a pas que Sarah Logan comme pote. Elle a de EST of WWE, Mademoiselle Bianca Belair, qui a fait son retour à Monday Night Raw. Donc du coup, à la fin du combat, parce qu'il y a eu donc du coup le match est devenu officiel entre les Iconics contre Ruby Riott et Bianca Belair dans le deuxième match de la soirée. À la fin du combat, Belair fait son KOD sur Kay pour le compte de 3 alors que Ruby Riott avait sorti Royce du ring avec un magnifique step up in the curry. Franchement, je vais vous le dire franchement, moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que laisser Liv Morgan toute seule avec son nouveau personnage et mettre Ruby Riott avec une nouvelle femme qui n'a pas vraiment de spot en ce moment. Et surtout, ils ont choisi la perle rare, Bianca Belair, la meuf qui a failli gagner de nombreuses fois contre Shayna Baszler lorsqu'elle était championne, la meuf qui a fait une excellente année pardon, à NXT et qui mérite, tout comme Ruby Riott, d'avoir un match pour le titre. Enfin, Bianca Belair dans le roster principal. Enfin, Bianca Belair qui commence à pin des grandes catcheuses, des grandes championnes comme les Iconics. Enfin, on l'attendait parce que Bianca Belair, ça faisait des mois qu'on la voyait plus. Mm. Et elle a la carrure pour être quand même une grande championne, que ce soit tag team ou en solo en fait. Mais moi, à ce moment-là, ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas recréer le Riot Squad avec, à la place de Sarah Logan, Bianca Belair? Alors, s'ils font ça, je suis pas d'accord. Non, je suis pas Vraiment, je d'accord. suis pas d'accord. Tu peux pas remplacer Sarah Logan. Sarah Logan, elle se remplace pas. C'est comme ce que Vraiment, j'avais dit la dernière fois. C'est comme quand vous avez une grande équipe hyper connue, je vais parler des équipes les plus The connues, Shield, par exemple. et de Shield, voilà, The Shield. si tu enlèves Dean Ambrose ou Rollins ou Reigns, ce n'est pas de Shield. Si Voilà. tu Par enlèves exemple, Triple H par de exemple, l'évolution, ce n'est pas disons qu'on a, l'évolution. Si tu voilà. enlèves Bah, Adam disons Cole par exemple d'Undisputed qu'on Era, a, et ben sans Adam Cole, oui, il y a Roderick Strong, oui, il y a Kyle O'Reilly, oui, il y a Bobby Fish, mais tant qu'il n'y a pas Adam Cole, c'est pas Undisputed Era. c'est ça, c'est ça. Ou est-ce que je veux Vous dire, voyez, c'est une comme si équipe, c'est une équipe. c'est comme si on avait The Shield, on avait Roman Reigns, Seth Rollins, et avec Seth Rollins, par exemple, on a Austin Theory ou Buddy Murphy. Non, ça fait pas The Shield, ça fait une autre équipe. Ça fait de Monday Night Messiah! C'est ça, mais ça fait pas du tout The Shield. Hmm, Non. Si ils veulent refaire Riot Squad, bah, qu'ils ramènent Sarah Logan, tout simplement. tout T'as tout simplement. dit. T'as tout dit. Pour une fois que c'est toi qui conclus, on inverse les rôles.
En coulisses, Ah, mais de toute façon, on est très polyvalent, hein, on fait tout, nous. c'est ça, on fait tout, nous. En coulisses, R-Truth croise Cedric Alexander et Ricochet de Two Flies. Truth leur parle de son combat contre MVP. Alexander dit que il devrait se préoccuper de son combat contre Randy Orton. Donc R-Truth nous a fait une nouvelle scène hilarante parce qu'en fait il a cru qu'il affrontait MVP, mais en fait non, 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 non. Non, Ric Flair. R-Truth, Ric Flair. Ric Flair. ouais, il a Ric cru au Flair. début qu'il devait Il affronter. pensait affronter Ric Il Flair. a cru qu'il voulait affronter Ric Flair au début. Après, il a dit qu'il Sans... pensait justement Ouais, MVP. Et en fait, c'est Cédric ça. Alexander et Ricochet lui ont dit, mais non, gros, gros, tu vas ni affronter Rick, ni affronter M. Tu vas affronter The Viper, The Apex Predator, The Legend Killer, The freaking Legend Killer, Randy Orton. Donc R-Truth a fait une tête un petit peu inquiète. Et on le comprend. On le comprend, bordel de merde. On le comprend. Ça, ouais. Ça, ouais, on le comprend. Là. Quand on connaît Randy Orton, t'es pas bien. Du coup, R-Truth qui se dirige vers la, la corporation, la Godzilla Corporation, c'est-à-dire en fait juste l'escalier en fait qui te permet d'accéder au direct, donc au show en fait. Et en gros, R-Truth arrive avec sa musique, voilà, what's up tout le monde, tout va bien. Il arrive sur le ring et en fait, mais juste avant, il croise Akira Tozawa, il me semble. Il croise Akira Tozawa. C'est ça. Akira Tozawa, ils se rejoignent. Akira Tozawa qui du coup défie R-Truth pour le 24/7 Championship. Sauf que du coup, il y a une femme qui s'est mise en travers de tout ça. Une femme qui, comme Bianca Belair, fait son comeback après quelques semaines de pause, on va dire. Enfin. Enfin. Les amis, donc on On a eu les attendait elle. ninjas, donc les ninjas de d'Akira Tozawa qui ont voulu, comment dire, attaquer R-Truth pour permettre à leur chef ninja de gagner. Et en fait, au moment où les ninjas s'apprêtaient à attaquer R-Truth, il y a eu une musique qui a retenti, une musique improbable qui a retenti dans l'arène du Performance Center. C'est la musique de The Queen of Spades, la musique de la Submission Magician, c'est-à-dire la musique du tiers, du Four Horsewoman de la MMA, c'est-à-dire Shayna Baszler, qui a fait son grand retour. Elle n'a pas fait un retour dans la dentelle, comme on dit. Elle a tabassé les ninjas. Littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Elle les a tabassés. Et en gros, après tout ça, R-Truth qui se retrouve nez à nez avec Shayna Baszler qui a enchaîné les adversaires d'R-Truth. Donc le premier, elle lui a mis un Kirifuda clutch. Bonne nuit au premier. Elle a enchaîné avec un gros coup de genou au deuxième. Je plains la mâchoire du mec, d'ailleurs. Pauvre mec, je te plains. Et le troisième, elle lui a mis sa Gutwitch suplex, sa souplex costale. C'était intéressant. Et du coup, elle s'est retrouvée nez à nez avec R-Truth. Et boum, la musique de Randy Orton a retenti. La vipère a fait son C'est pas là entrée. maintenant. Enfin, c'est C'était après, je pas crois. maintenant. Après, ouais, Elle c'est a fait après. une Je pense que je promo. vais accélérer le truc. Elle a fait Donc, une du coup, promo. ouais, comme ça, j'accélère vite fait pour que un autre segment. Du coup, Randy Orton dans la deuxième partie arrive. Et Randy Orton, du coup, ben, hey! R-Truth qui se retrouve nez à nez avec Orton. Je vous avoue qu'R-Truth, il
était pas bien, on l'a vu que le mec était pas bien. Il était pas bien du tout. Vraiment. On a vu le malaise dans les yeux d'Ertrous. Tu l'as vu toi le malaise ou pas? Ah, mais tu comprends très vite ce malaise quand tu vois Randy Orton sur le ring. Il était pas confiant du tout. Ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi j'accélère ça, je n'accélère rien. En fait, je préfère finir complètement le segment. C'est-à-dire parce qu'en fait, le segment est en deux parties. Donc, je préfère finir complètement le segment et ensuite finir le show tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà. Donc, Randy Orton qui sèche R-Truth en quelques minutes, en quelques secondes même. Parce qu'en fait, si vous voulez, R-Truth a commencé à claquer Randy Orton. Donc Randy Orton s'est défendu un petit peu. Il lui a mis un gut kick, donc un coup de pied au niveau de l'abdomen. Il a voulu partir pour l'une de mes prises favorites. Faut le savoir, c'est le ass kick. Sauf que Randy Orton, lui, glisse entre les pattes d'R-Truth, telle une vipère qu'il est. Et il lui met un RKO, the most destructive force of the sport entertainment, en plein dans la face d'R-Truth. Victoire victoire de Randy Orton, c'est-à-dire R-Truth. Je suis un ouf, moi. Victoire de Randy Orton. Et c'est parce que je suis tellement perturbé par la suite du segment que je dis de la merde, les amis. Le segment est tellement perturbant. C'est-à-dire que Randy Orton, à la fin, moi je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Ric Flair est dans le ring. Randy Orton est en train de regarder R-Truth. Me dis pas qu'il va faire ça. Pas ça, non. Non. Mais non, il a rien fait. Oui, il est con. Oui, R-Truth est con. Je le dis, il est con. Mais à de là à lui faire ça, non. Non, c'est Non, dégueulasse. on le connaît. Il fait sa pelle kick pure légende. Randy, R-Truth n'en est pas Ran- ça. Randy Orton qui se dirige vers le coin opposé, le coin qui lui permet d'agir tel un tueur de légende par excellence, comme il l'a fait depuis ses débuts à la WWE. Ric Flair, du coup, qui le regarde, qui le supplie de pas le faire. Mais vous savez le caractère de Randy Orton, dès qu'il a décidé de mettre fin à votre carrière, eh ben, C'est que ce sera à la fin de votre carrière. pour le convaincre de pas le faire, il a fallu quelqu'un en plus. Il a fallu quelqu'un qui stoppe Randy Orton en pleine action. Et on n'a pas eu beaucoup. À l'époque, il y avait CM Punk. Et même CM Punk n'a pas réussi. Parce que je me souviens très bien, à un moment, à l'époque, CM Punk va dire à Orton, si tu frappes Husky Harris à l'intérieur de sa tempe, avec ton pun kick, je viens et je te démonte sur le ring avec la Nexus. Sauf que Randy Orton, il s'est dit, mec, j'étais qui en fait? Gros, j'ai l'opportunité de mettre fin à ta Nexus, et tu crois que je vais laisser passer ça en fait? Non, et il l'a mis. Le mec s'en fout. Il a glissé entre les cordes, il s'est barré jusqu'en haut. Telle une vipère rapide comme l'éclair. Et ben, sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. Car CM Punk est bien grand. CM Punk est bien musclé. D'ailleurs, j'ai hâte de le revoir en action, d'ailleurs. Mais il a fallu quelqu'un de plus grand. Quelqu'un de plus large. Quelqu'un qui est quasiment une légende à la WWE. C'est Paul White, a.k.a. the world largest athlete, the Big Show. Big Show arrive avec sa musique. Randy Orton qui se stoppe. Randy Orton qui sort du ring. Randy Orton qui, du coup, va littéralement provoquer le Big Show verbalement.
Ensuite, on retrouve le Big Show qui va être interviewé par Charlie Caruso ou l'autre interview, je sais plus. Kayla Braxton, bref, une des deux. Et du coup, le Big Show, on le voit énervé, on le voit vraiment avec la rage. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit vraiment avec le mec, il a envie de démolir Orton. Il n'y a pas d'autre mot. Le mec, il a vu Edge, Christian, R-Truth qui a failli se faire démolir, tous ses potes de longue date qui ont leur carrière en danger à cause d'Orton. Ça l'a mis en rage. Et du coup, l'intervieweuse lui demande est-ce qu'il est d'accord pour officialiser le match la semaine prochaine à Monday Night Raw. Et le Big Show a évidemment dit oui. Donc la semaine prochaine à Monday Night Raw, je pense que c'est donc officiel pour le premier Raw après Extreme Rules, les amis. Ça sera tout simplement le Raw du 20 juillet 2020, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et le Big Show affrontera Randy Orton accompagné de Ric Flair dans un unsanctioned match. C'est drôle, mais c'est exactement la même stipulation qu'avec Christian. Ah bah ça a été fait exprès, il sait très bien ce qui va se passer. Ses voix lui disent ce qui va se passer. Exactement. Donc on en parlera en temps voulu. Kevin, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de ce long segment entre le Big Show, Randy Orton, R-Truth? Vraiment, qu'est-ce que t'en as pensé? Vraiment, c'est Randy Orton, comme a dit Big Show lors de l'interview. Enfin, lorsqu'il parlait à Ric Flair, il disait Randy Orton n'a jamais été aussi dangereux, aussi malin, aussi fort qu'avant. Là, il est à son apogée, vraiment, tu peux plus l'arrêter. Il peut encore mettre un terme à plein de carrières. Et s'il veut, il met un terme à la carrière du Big Show la semaine prochaine. Et ça serait triste, clairement. Je vais pas vous mentir. C'est Edge, je pense. Il n'y a que Edge. Non, je pense qu'il y a, oui, d'accord, Edge, surtout Edge ou Christian. Mais je pense que pour moi, il y a 4 mecs qui peuvent stopper. Il y a 4 mecs seulement qui peuvent stopper. 4 mecs qui peuvent, je dirais même 5, qui peuvent mettre le doute dans la tête de Randy Orton. 5 mecs uniquement. Je vais les citer pour vous spécialement. Premier mec, John Cena. C'est l'un des seuls mecs qui a réussi à battre Randy Orton plusieurs fois à la WWE. Ensuite, Edge, The Rated R Superstar. Forcément, un grand rival de Randy Orton ces dernières années. Et cette année, en plus. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, ils ont encore la rivalité qui n'est pas terminée. Troisième nom, le frère de catch de Edge, de Captain Charisma, Christian. Parce que c'est l'un des plus grands adversaires de Randy Orton ces dernières années. N'est-ce pas, Kevin? Le plus grand. C'est vraiment... Ils ont tout fait ensemble. Ensuite, quatrième adversaire, je dirais Dwayne The Rock Johnson. Parce que oui, parce que dès que Dwayne arrive, on sait que ça va être une grande soirée. T'es d'accord, Kevin? Comme à chaque fois qu'il est là. Et puis pour terminer... C'est ça, comme à chaque fois qu'il est Pour là. terminer, je dirais Stone Cold Steve Austin, The Texas Razzle Freaking Snake. Entre serpents, je pense qu'ils se comprennent. Ah, il y a moyen, Entre reptiles, je pense qu'ils se comprennent. Il y a moyen qu'ils se comprennent. Parce qu'on a la vipère et on a le serpent à sonnette du Texas. Donc, je pense qu'ils se comprennent bien.
Donc voilà, pour moi, c'est les 5 hommes qui peuvent arrêter Randy Orton. Je vais en compter un 6e parce que sinon les gens vont me détester si je dis pas son nom. Je dirais CM Punk. Parce que oui, CM Punk, qu'on le veuille ou non, c'est une légende du catch. 6-time World Champion. Future Hall of Famer. L'un des plus grands règnes de l'histoire du catch, avec plus de 400 jours de règne. Malheureusement, sur des causes de contrat et des embrouilles avec Vincent Kennedy McMahon, il a quitté la compagnie en 2014, il me semble. Et depuis, le mec il a fait un effort, c'est-à-dire que le mec a décidé de signer un nouveau contrat avec Fox pour la WWE. Sauf que suite au Covid-19, bon ça c'est pas vraiment la faute de Vince McMahon. Suite au Covid-19, là l'émission a dû s'arrêter. Et pour le savoir, CM Punk est à nouveau en contrat avec la WWE. Faut le savoir. Mais la question est-ce qu'il va revenir? Parce qu'encore une fois, c'est lui, le hacker. Et il y a une vidéo qui le prouve. Si vous voulez, je pense que je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de vous mettre un lien pour aller la voir. Et puis voilà. Je pense qu'on va pas trop tergiverser sur ce sujet parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur Raw. J'ajouterais même deux catcheurs qui connaissent mieux que quiconque Randy Orton. J'ajouterais Batista et Triple H. C'est vrai que je les ai pas dit. C'est vrai que je les ai pas dit, mais c'est vrai que Triple H et Batista, ils ont fait équipe avec Ric Flair et lui-même pour Evolution et ils font partie, des hommes que j'ai cités qui connaissent hyper bien la vipère. C'est ça. Et donc, avoir... Pourquoi pas si Ric Flair peut catcher un tag team entre Ric Flair et Randy Orton ou Triple H et Batista. Ah, un WrestleMania moment. Ah, ça serait fou. Un retour de Ric Flair sur le ring pour WrestleMania 37. Moi, je dis oui, mais 100%. Un dernier run pour Ric Flair avec Randy Orton contre Triple H et le Hall of Fame Batista. Ben, je dis oui direct. Ah, mais il est pas blessé du tout, Rick. Hein. Il peut toujours catcher, c'est juste que physiquement il est fatigué. Il peut toujours le faire. C'est vrai. Du coup, les amis, on passe au prochain match avec Buddy Murphy, accompagné par Seth Rollins, contre Aleister Black, accompagné de Kevin Owens, dans la première partie de cette rivalité. Aleister Black bat Murphy par disqualification, car à la fin du match, à la fin du combat, Murphy et Black s'affrontent sur les câbles, mais Black le surprend avec son Black freaking Mass et le couvre, mais Rollins tire Black en bas du ring. L'arbitre arrête le combat. Le match aurait pu s'arrêter clean après ce Black Mass, mais Rollins a encore tout gâché. Pourquoi Rollins? Pourquoi t'as fait ça? S'il te plaît. Kevin, t'es pas d'accord? Il veut pas voir un de ces mecs perdre, c'est tout. Il a raison, je trouve. Il a eu raison de le faire. J'aurais fait pareil à sa place. D'accord. Ok, deuxième match de cette rivalité avec Kevin Owens accompagné de Rey Mysterio et Dominic. Et Aleister Black. Oh putain, il y avait du monde quand même du côté de Kevin Owens. Contre Seth Rollins. À la fin du combat, Rollins évite la pop-up powerbomb et lui porte 2 coups de pied pour le couvrir, mais Owens résiste. Rollins se lance pour un stomp, mais Owens l'évite et le prend pour un stunner, mais Rollins le repousse contre le coin. Rollins monte et
mais Owens le frappe et monte avec lui. Rollins met ses doigts dans les yeux d'Owens, se lâche de Rollins qui travaille encore les yeux. Ah! Rollins se prépare pour un stomp, mais il se fait distraire par les catcheurs en bas du ring. Owens en profite pour lui faire un nouveau stunner pour le compte de 3 victoires de Kevin Owens. Kevin Owens. Ah bah, il a eu ce qu'il mérite. Oh oui! Oh oui! Owens! Owens qui non seulement gagne à WrestleMania 36, mais en plus, il gagne à Raw. J'ai envie de dire que Owens, il est bien en ce moment. Ah, mais il a jamais perdu contre Seth Rollins, hein. Non, mais oui, il a jamais perdu. Du coup, Ah, mais il est très bien. oui, il est très bien. Du coup, les amis, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Je trouve que ça a été plutôt un bon match, vraiment. Je trouve que ça a vraiment été un bon match. Je trouve que ça a été un match plutôt dynamique. On a eu vraiment un match plutôt sympathique. On a eu quelques petits segments de confrontation entre Rollins et ses adversaires tels Aleister Black, Dominic Mysterio, Rey évidemment. Et du coup, on a eu quelques petites situations. C'était impressionnant de voir Aleister Black et les Mysterio se mettre vraiment contre Rollins comme ça. Voir Rollins aussi piégé, c'était bizarre en fait. Parce que d'habitude, c'est Rollins qui piège les gens. C'est pas le contraire. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qu'ils ont Parce que voulu regardez, créer, vraiment. Seth Rollins qui a toujours été le genre de mec à piéger les gens. C'est-à-dire que il a été dans le Shield, vous savez comment le Shield marche depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'ils encerclent leur adversaire. Et dès que l'adversaire, il attaque un des membres du Shield, tout le reste du Shield s'attaque au mec. Tel une meute de chiens. C'est le but du Shield, c'est de se mettre à 3 contre 1, ou à 3 contre 2, ou à 3 contre 3, histoire de s'imposer et d'être le clan le plus fort. Et depuis tout ça, ça a été pareil pour Rollins, il a toujours été soutenu par une équipe, il a toujours été soutenu, que ce soit le Shield, l'Autorité, ou encore actuellement le Monday Night Messiah avec Austin Theory et Buddy Murphy. Il a toujours été soutenu. Sauf que là, la différence actuellement avec le Shield et avec l'Autorité, c'est que Rollins n'est plus, on va dire, qu'un employé. Il n'est plus qu'un partenaire. Avec ces deux-là, il est désormais le leader. Ce qu'il n'a jamais été. Dans toutes les équipes qu'il a fait, il n'a jamais été le leader du groupe. Aujourd'hui, il est le leader. C'est lui le capitaine. C'est lui qui gère l'équipe. Et Rollins, je le vois, et en ce moment, il est très impliqué dans sa rivalité avec Rey Mysterio. Rey Mysterio qui lui a rappelé qu'à Extreme Rules, ça sera une bataille très dure, lui et Rollins. On se rappelle, ça sera le premier Eye for Horn Eye match à Extreme Rules, c'est-à-dire que à l'issue du match, pour gagner le match, la seule issue de ce match, c'est que l'un des deux adversaires arrache ou extrait, si on peut dire ça, de manière polie, pour les enfants qui regardent cette vidéo, extrait l'œil de son adversaire, de son globe oculaire, et tant qu'ils n'auront pas fait ça, le match ne s'arrêtera pas. Voilà. Donc, pour ce match... Ce sera vraiment un match très violent, hein. C'est pour ça qu'on est dans le horror show. Franchement, les amis, vous dites pas que c'est impossible. Vous dites pas que rien n'est impossible avec le catch, les amis. Parce que je sais pas si vous vous rappelez des vieilles histoires, des vieilles comptines du catch. Mais au cas où, si vous vous en rappelez pas, et vous avez besoin d'une référence pour, on est là!
En fait, il y a un fan à l'époque qui ne croyait pas en le catch. Il n'y croyait pas du tout même. Et du coup, il y avait un jour, je ne sais plus quel mec qui l'avait fait, je sais plus quel catcheur qui l'avait fait. Mais je sais l'histoire, mais je sais pas le mec qui l'a fait. Donc je vous raconte juste ce que je sais. Et en gros, le mec, à un moment, il a balancé au catcheur qui était dans le ring que le catch, c'était du fake, que c'était faux. Du coup, au bout d'un moment, le mec en question, le catcheur qui était sur le ring à ce moment-là, il a littéralement invité le fan à venir dans le ring. Donc déjà, quand un catcheur t'invite à monter dans le ring, c'est rarement pour rien. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça. C'est très rarement pour rien. Et du coup, le mec lui a dit, voilà, ah bon, tu penses que le catch c'est faux? Tu penses qu'on se met pas des vrais coups? Tu penses que c'est faux, quoi, qu'on se tape pas, en fait? Je crois qu'on se touche pas. Le mec lui a dit oui. Le mec lui a dit, le catch c'est clairement des faux moves, etc. Et bah, le mec lui a carrément arraché l'œil. Mais là, je vous le dis pas ça de manière à vous faire peur. Je dis juste que c'est la vérité. Le mec lui a carrément arraché l'œil avec sa main. Il lui a pris dans son globe oculaire comme ça, il lui a arraché l'œil. Donc comme quoi ça ne sort pas de la AEW, les amis. Ça ne sort pas que de la All Elite Wrestling. C'est pas parce qu'ils ont organisé un match qui s'appelle comme ça entre entre Jon Moxley, le champion actuel, et Santana. C'est pas parce qu'ils ont organisé ce match pour la première fois de l'histoire à la All Elite Wrestling que la WWE le copie. C'est pas un truc qui n'a jamais été vu. C'est-à-dire que à l'époque, ce mec avait arraché l'œil. Donc c'est-à-dire que ça a été tiré de là. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Ça a été tiré de là. Ça a été ramené, en fait, à notre époque. En fait, tout simplement. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, mais de façon de dire que la WWE a volé des concepts à la WWE, c'est être hypocrite. Quand Ben, vous c'est voyez too tous les much. concepts que vous voyez tous les concepts que l'AEW a pris de la WWE, c'est Bah être oui, hypocrite. par exemple, l'ancien pay-per-view de la WCW, Basket Bash at the Bitch, Beach, ça vient de la WWE. Parce que, en plus, en déjà, ils ont WWE, même pas changé le nom. Vous allez me dire, oui, mais Cody Rhodes a racheté le nom. Ouais, il a racheté le nom. Certes. Mais c'est pas lui qui a créé. C'est pas lui qui l'a créé. C'est ça que je vous dis, moi. bon, bref. De toute Bref, façon, on est là pour parler de on Raw. va pas faire d'hypocrisie, on va pas faire de débat sur la WWE et la AEW. On a Du déjà coup, un show, qui voilà, les, prochain segment qui les après affronte, Mysterio et voilà. Seth Rollins. Du coup, prochain segment, on a Bobby Lashley. Bobby Lashley qui affronte, donc du coup, accompagné de MVP, on a Ricochet et Cedric Alexander. Donc Bobby Lashley contre Ricochet. Encore un très bon match de Ricochet, qui est en train de se remettre en action, Ricochet. Il est en train de se remettre en action. C'est sympa de revoir Ricochet en action. Ça fait plaisir, vraiment. Mais Bobby Lashley qui le démonte tous les soirs, ça devient barbant, ça devient chiant. On a compris que Bobby Lashley était dominant. On l'a compris. Soit vous faites quoi, soit vous faites... Moi, franchement, pour moi, il y a 3 solutions pour Bobby Lashley. Il n'y en a pas une de plus. Premièrement, vous allez me dire que la 3e est un peu méchante, mais pour moi, c'est la vérité. Premièrement, je dirais continuer à tabasser des gens, ce qu'il fait déjà. Et vers SummerSlam, lancer un défi à Brock Lesnar. Lancer un défi ouvert à Brock Lesnar. C'est-à-dire, il appelle comme ça Brock Lesnar et lui dit, voilà, Paul Heyman, ramène ton client, je suis prêt à t'affronter, Brock. Toi contre moi, juste toi contre moi. Il n'y aura pas d'MVP, il n'y aura pas de Paul Heyman, juste toi contre moi à SummerSlam dans une stipulation. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Kevin?
Bah ouais, en plus, c'est ce qui est prévu, apparemment. Mm. Ensuite, deuxième situation pour moi, ce serait de mettre Bobby Lashley et MVP dans la course des titres par équipe. Parce que, en vrai de vrai, je trouve que c'est une très bonne équipe de heel. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et les voir dans la course pour les titres par équipe, pour moi, ça peut être intéressant. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors non, franchement, vous Lashley le construisent comme un catcheur surpuissant, donc ce serait mieux déjà que Lashley le laisse en run solo et que MVP qui reste en tant que manager, même Mm. si de temps en temps il Non, peut non, mais sketcher. je veux dire, genre, histoire de rapporter, je veux pas qu'il devienne champion, longtemps, tu vois, c'est juste pour, on va dire, pour Non, permettre mais à même, MVP franchement, de gagner de l'expérience à si, nouveau avec Bobby Lashley. si c'est pour avoir juste des champions de transition pendant 2 semaines, je dis non. Non, pas 2 Vraiment, semaines non plus, je vais dire quelques mois, ouais, mais histoire même, d'avoir une équipe même un mois, dominante, même tu deux vois. mois, c'est passé. Ouais, mais même 1, 2, 3 mois, c'est pas suffisant. Mm. Si tu veux faire un vrai truc qui serait suffisant, tu donnes le titre pendant 6 mois, un an, vraiment un vrai run. C'est vrai. Et ça, Comme quoi on n'est pas d'accord tout pour le moi, temps. pour moi, ça, c'est True Fly qui le mérite. Oui, non, mais True ça, Fly je suis ou entièrement Angel d'accord avec Garza toi. ou Andrade. Je suis entièrement d'accord avec toi. Two Fly ou Andrade et Angel Garza. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour le troisième choix, pour moi, ça serait la trahison de Bobby Lashley. Moi, je verrais bien au bout d'un moment un Bobby Lashley qui commence à perdre quelques matchs. Je vois bien un Bobby Lashley qui commence à perdre des matchs de temps en temps, mais pas des matchs qu'il perd lui-même, tu vois, des matchs, en gros, par exemple, Ricochet, Cedric Alexander qui arrive à le battre, genre au prochain Raw, qui arrive à le battre avec, je sais pas, avec une supercherie. Et après, à chaque fois, il le bat, au bout d'un moment, il rage, et Bobby Lashley, il porte une full Nelson sur MVP, et il lui fait I don't need you, I don't need you. Boum, Bobby Lashley littéralement qui pète un plomb et il dit à l'intervieweuse que c'est bon, il en a marre. Il a eu Lana, ça lui a servi à rien. Il a eu Lio Rush, ça lui a servi à rien. Il a eu MVP, ça lui a servi à rien. Maintenant, il veut plus jamais avoir de partenaire ou de manager. Il veut avancer seul comme avant et il sait que c'est la meilleure chose pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, après, il va chercher un titre plus important. Tu vois, pour moi, c'est Ouais, je vois. les seuls choix pour Bobby Lashley aujourd'hui. Mais il faut se dire que MVP s'est mis avec lui parce que tout seul, il n'arrivait à rien faire, en fait. Ouais. MVP tout seul, c'était juste MVP, quoi. C'est juste une grosse légende du Ouais, mais catch. Un là, je te retour, parle de mais Lashley, voilà. ça veut dire que Lashley tout seul, il ne faisait rien. Ouais, C'est juste c'est MVP qui est venu, qui l'a remis en qui place, l'a quoi. fait rentrer dans le business, comme on dit. Ouais, c'est ça. MVP qui a remis les pendules à l'heure, comme on dit, à Bobby Lashley. C'est ça. Du coup, voilà. Donc, dites-moi par commentaire l'option numéro 1, 2 ou 3 que vous choisissez. Donc, je les répète avant qu'on passe au main event. Premièrement, Bobby Lashley qui lance un défi ouvert, donc un open challenge pour SummerSlam à Brock Lesnar. Deuxièmement, donc du coup, Bobby Lashley et MVP. Ou alors Bobby Lashley qui s'intéresse à un titre, mais moi j'avais dit quoi? Moi je reste quand même dans ma position, mais quelle équipe voyez-vous aller chercher les titres par équipe? Soit Two Fly, soit Bobby Lashley MVP, soit on a dit Andrade et Angel Garza. Et option numéro 3, c'est un Bobby Lashley dominant qui trahit MVP. Donc choisissez dans les commentaires 1, 2 ou 3. Et puis on verra lors de la prochaine preview, donc la preview du Raw du 20 juillet 2020, les résultats. N'est-ce pas, Kevin? On verra ça. J'espère on va voir si on aura une surprise. On verra bien. Et on continue avec la suite du show, le main event de la soirée.
avec les championnes par équipe de les championnes par équipe des shows, parce qu'en fait ça n'appartient à aucun show, c'est des titres par équipe qui peuvent voyager entre les trois brands. Les Kabuki Warriors donc du coup étaient leur adversaire, donc Asuka et Kairi Sane. À la fin du combat, Asuka applique son Asuka Lock à Sasha Banks. Au centre du ring, elle résiste. Bayley veut intervenir, mais Sane la charge en bas du ring. Sasha aussi finalement à mettre le pied sur un câble pour arrêter le Asuka Lock de Asuka. Sasha et Asuka, du coup, échangent les coups. Sane prend la taille et surprend Sasha avec un coup de pied. Sane enchaîne avec son elbow drop et la couvre. Donc je pense qu'il parle du insane elbow de la troisième corde. Elbow drop, c'est ça. Mais Bayley tire Sane en bas du ring à la dernière seconde. Asuka veut intervenir, mais Bayley la frappe. Sane retourne sur le ring et frappe Sasha. Sane enchaîne avec un Alabama Slam et veut la charger, mais Sasha Banks la bloque avec un Bank Statement pour la faire taper. Victoire de Sasha Banks et de Bayley par soumission. Franchement, les amis, je vais vous dire franchement, pour moi, Sasha Banks et Bayley sont en train de prouver tout simplement qu'elles sont les meilleures catcheuses des trois brands. Et je le dis sérieusement, ce que je dis. Pour moi, elles sont juste en train de prouver ce qu'elles disent. C'est-à-dire qu'elles sont les meilleures catcheuses de la WWE. Elles sont des légendes de la NXT. Elles ont tout remporté ensemble. Donc, faut savoir que Sasha Banks, il me semble qu'elle a eu 5 titres à Raw, 5 règnes. Que Bayley, elle en a eu à peu près pareil. Donc, à eux deux, ils doivent valoir Charlotte, quoi, avec 10 titres à eux deux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Sasha Banks et Bayley, pour moi, vraiment, je trouve que leur règne en tant que championne, et puis le fait que Bayley soit la championne invincible de SmackDown, ça rajoute vraiment un côté de domination totale. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il devrait laisser Bayley en tant que championne parce que vraiment, elle le mérite. Elle a eu vraiment quelques bons moments en tant que la câlineuse lors de son ancien personnage. Et tout le monde disait qu'ils en avaient marre de Bayley, les câlins, tout ça. C'est quand qu'il faisait son heel turn et tout ça. Et la WWE, comme quoi la WWE vous écoute. Comme quoi la VV vous écoute, les amis. Vous avez demandé que Bayley fasse son heel turn. Bayley a fait son heel turn. Elle a coupé ses cheveux. Elle a coupé les Bayley Buddies. Elle est devenue championne de SmackDown. Bref, la meuf, elle a tout compris. Elle était déjà devenue championne de SmackDown avant même de faire son heel turn. Elle est redevenue championne de SmackDown. C'est pour dire, certes, j'ai perdu mon titre, mais je suis capable de le regagner sans problème. Et ça, franchement, cette mentalité, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est incroyable, surtout qu'on voit qu'elle nous a impressionnés, parce que elle est vraiment très forte en heel. C'est ça qui nous a impressionnés, c'est que on la voyait pas du tout heel de base. C'est juste que ça, de base, tu vois, c'est vraiment la câlineuse, elle fait des câlins à tout le monde, elle est contente, elle rigole, même elle est contente de voir des enfants. Nous, on était habitués à cette Bayley-là depuis NXT, et de voir que d'un seul coup, elle change comme ça, elle se coupe les cheveux, elle coupe ce qui a créé son personnage, les Bayley Buddies, cette ambiance de câlin, cette ambiance de joie, tout ça s'est arrêté. Et elle a fait ça pour vous. Elle a fait ça pour vous satisfaire. Car c'est vous, l'univers de la WWE, qui avez demandé le heel turn de Bayley. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, on l'a tous demandé et on l'a eu. Tout simplement. C'est clair. Et aujourd'hui, c'est la catcheuse la plus dominante actuellement dans le roster principal. C'est la catcheuse au règne le plus long de l'histoire de SmackDown. Juste dire ça, c'est incroyable.
Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je voulais dire à ce sujet que je trouve que Shayna Baszler est l'adversaire idéal pour la battre. Exactement. Il y a J'aurais pas pas mieux plus dit. dominant En ce qui concerne Sasha Banks, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, Sasha Banks aussi fait partie de cette équipe. Et oui, Sasha Banks le mérite également tout ce qu'elle a aujourd'hui. Je dirais même que avant, j'aurais dit qu'Asuka gagnerait sûr, mais là, je commence à être moins sûr de mon choix, voyez-vous. Parce que je me dis que oui, Asuka, elle vient tout juste d'être couronnée championne il y a pas longtemps à Money in the Bank. On est à Extreme Rules. Voilà. On est dans une ambiance où Asuka est dans un système où elle a pas vraiment beaucoup eu le titre et tout ça. Mais vu comment Sasha Banks et Bayley nous apportent à chaque soirée, elle n'hésite pas à se déplacer à Raw, à SmackDown et à NXT. Moi, je dis franchement, je vous le dis pour vous, des catcheuses comme ça qui n'hésitent pas à se déplacer partout sans renchigner, mais je suis désolé, mais par toute logique, je donne le titre à Sasha Banks. La meuf se déplace partout. Elle n'hésite pas à affronter n'importe qui pour le titre. Alors que je suis désolé, mais Asuka, depuis qu'elle est championne, son adversaire c'était qui? Nia Jax. Elle a affronté je sais pas combien de fois Nia Jax. Là, Sasha Banks, c'est sa deuxième défense de titre en quelques mois. Alors que, je suis désolé, mais Sasha Banks et Bayley, ils ont plus défendu les titres que Asuka. Moi, je trouve pas ça normal, personnellement. Kevin? C'est que là, ils ont plus d'idées, enfin, en termes d'adversaire pour Asuka. À part Nia Jax. Après, je n'ai rien contre Ils ont le plus talent d'idées. d'Asuka. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'Asuka est nulle. Hein. Loin de là. Loin de là. Je dis juste que, pour moi, je trouve ça triste que Asuka, on la fasse rester championne comme ça, parce que voilà, c'est Asuka. Non, c'est une championne, donc en tant que championne, il faut que tu défendes ton titre. C'est pas parce que tu es Asuka que tu ne dois pas défendre ton titre parce que tu es plus imposante que tout le monde. Sinon, ça va nous faire comme un Brock Lesnar. Oui, t'es Brock Lesnar, donc oui, t'as le droit de garder ton titre 300 jours sans défendre beaucoup ton titre. Mais non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une Asuka qui défend son titre, qui tabasse des gens, qui montre qu'elle est dominante à Raw. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'il veut pour chaque titre. Donc du coup, je suis désolé, mais je pense que tu es d'accord avec moi, Sasha Banks, elle mérite plus le titre qu'Asuka. En tout cas, Mais c'est ce que je après, pense. je veux dire, c'est à cause de ceux qui font les bookings, des bookers, en fait, parce que ça se trouve, même avec Sasha Banks, ce sera pareil. Bah, va j'espère savoir. pas. J'espère pas. Parce que franchement, je trouve que Sasha Banks et Bayley, leader des deux shows principaux, ce serait la meilleure chose à faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, ça attirerait la rivalité avec Shayna Baszler, avec Ronda Rousey, avec les Horsemen de la MMA. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va compléter en fait un futur match pour WrestleMania 37 entre les deux Horsewomen. Parce que du coup, Ronda Rousey elle va vouloir récupérer son titre, Shayna Baszler elle va vouloir récupérer le titre de Bayley, et Marina Shafir et Jasmine Duke elles vont vouloir récupérer le titre par équipe. Même s'il y aura évidemment probablement Charlotte Flair qui sera de retour d'ici là. Et Becky Lynch peut-être si elle arrive à s'en sortir avec sa pregnancy d'ici là également. N'est-ce pas Kevin? C'est ça, et en plus, ça ferait vraiment le main event parfait. C'est-à-dire t'imagines le tout premier main event, enfin l'un enfin c'est pas le premier main event féminin, le main event féminin le premier de l'histoire c'était à WrestleMania 35 pardon. 35. C'est entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte dans le Winner Takes All, le premier de l'histoire.
Ok. Mais moi, je te parle du premier 8-woman tag team elimination match avec les 4 titres en jeu. Raw, SmackDown et les par équipes. Et ça serait une première fois, tu vois. Ça n'a jamais été fait, ce serait révolutionnaire si en plus le match serait bon. Les 4 titres en jeu. Les Force Women de la MMA, c'est-à-dire Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jasmine Duke, contre le Force Women de la WWE, Sasha Banks, Bayley, Charlotte et Becky Lynch. Je m'en mêle les pinceaux, mais vous avez compris. 8 Women Tag Team Elimination Match pour les 4 titres. Je suis désolé, tu mets ça à WrestleMania 37. Me dites pas que ça vous hype pas. Ça hype tout le monde. Tout le monde. Tu mets ça sur la plus grande scène de toutes, Hollywood en Californie, le plus grand show de l'histoire, WrestleMania à Hollywood, le retour des fans, les 4 titres en jeu, les 8 meilleurs superstars de l'histoire du catch féminin. Je suis désolé, mais ça a de la gueule. Et ça, je pense que tout le monde pourra être d'accord. Je pense que tu mets ça à WrestleMania, tu fais faire péter la rampe tellement il y aura de monde à ce moment-là, je sais même pas s'il va y avoir encore des places. Vous voyez ce que je veux dire? Le retour des fans, WrestleMania 37 sur la plus grande scène de toutes. Tu mets l'Undertaker en super guest, en host de WrestleMania, Hall of Famer de WrestleMania. Si ça c'est pas un grand show, je sais pas ce que ça va être. C'est sûr que ça ferait un très grand show si en plus le reste de la carte est encore meilleur. Si on n'a pas le fait. Ah non, je vais juste pour finir, je sais que cette review va être longue, très longue même, mais voilà, ça vaut le coup. On a par exemple, je mettrais bien à WrestleMania 37, je mettrais bien de Finn champion, attention, de Finn champion contre des gens qu'il a jamais affrontés. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ont un personnage assez sombre. Je verrais bien un The Fiend défendre son titre Universal contre Aleister Black, par exemple. Aleister Black contre The Fiend, c'est du jamais vu. Et pour le titre, on est d'accord, ça aura de la gueule. Ça n'a jamais été fait, ouais, ça ferait un très bon match. Par exemple, à WrestleMania 37, si vous voulez une idée de match pour le titre intercontinental, on va pas faire un ladder match parce que c'est du tout vu. Tu vois, c'est quelque chose qui est vu quasiment à chaque WrestleMania. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'un autre truc. Donc, je sais pas, on fait un AJ Styles s'il garde le titre jusque là. Je dirais AJ affronté dans un six-pack challenge par exemple. Six-pack challenge avec ses 5 meilleurs adversaires de cette année. Tu mets Daniel Bryan en premier, sûr. Matt Riddle, tu mets Drew Gulak, tu mets Cesaro, si d'ici là il décide de le mettre dans un match de titre. Et tu mets peut-être, je sais pas, Shinsuke, je sais pas, Shorty G, Jeff Hardy, je sais pas, qui tu veux. Mais histoire que ça fasse un gros match, quoi. Tu vois? Ah, c'est normal. Tu fais ça dans un très gros match. En ce qui concerne le titre des États-Unis, qui est actuellement dans les mains d'Apollo Crews, pour le titre des États-Unis à WrestleMania 37, booké par l'Undertaker, vu que c'est le host, non, je pense pas qu'Apollo Crews gardera le titre aussi longtemps. Faut pas abuser. Je pense qu'ils vont arrêter ça. À part s'ils kiffent, mais je pense pas. Je pense que il y a de très fortes chances qu'MVP regagne le titre. Franchement, je le dis franchement. Mais à WrestleMania, je verrais bien
Qui je verrais bien champion? Qui tu dirais, toi, champion des États-Unis à WrestleMania? Qui est champion? Franchement, je verrais bien Ricochet ou Cedric Alexander. Ok. Et tu verrais qui face à eux? Euh, Face à un des deux, parce que du coup, ils sont en équipe. Bah, un des deux, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Faudrait mettre quelqu'un d'aussi technique que lui. Tu sais quoi? Je vais lancer un On pourrait truc. avoir Buddy Murphy, par exemple. Ouais, Buddy Murphy, pourquoi pas. ça pourrait Mais je faire un vais bon lancer match. un truc et c'est une dédicace à lui. Pourquoi pas? Et franchement, je vous le dis franchement, si ça arrive, et tu sais quoi, je vais même mettre son nom dans les dédicaces de l'émission, et je vais même lui envoyer le message pour pas faire le mec bâtard qui met son nom comme ça, sans demander. Mais franchement, les amis, imaginez si Tristan Archer était le guest de WrestleMania 37. On sait qu'il y a parfois des guests spéciaux pour WrestleMania. On se souvient d'Hulk Hogan, on se souvient évidemment de l'Undertaker. Mais imaginez que l'Undertaker en lui-même book Tristan Archer pour affronter soit Ricochet, soit Alexander pour le titre des États-Unis à WrestleMania 37 à Hollywood en Californie. Cedric Alexander champion contre Tristan Archer, c'est comme une revanche en fait. C'est une revanche du tournoi Cruiserweight Classic qu'avait gagné Cedric Alexander. Donc je suis désolé, mais la revanche, si ça arrive, ça va faire très mal aux yeux, tellement que ça va être beau. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ce serait un rêve. Ce serait un rêve. La revanche, voir Archer enfin réaliser son rêve, entre guillemets. Ce qu'on a toujours voulu, ce que nous, fans, on a toujours voulu, c'est que lui aurait voulu, je pense aussi. Et franchement, ça se ressent. Moi, quand je me rappelle avoir été au WWE Live à Paris, je me rappelle d'un Cedric Alexander qui catchait justement à ce moment-là. Et dans toute l'arène, ça scandait We want Petio, We want Petio. Toute l'arène de Paris. T'imagines que toute l'arène de Paris scandait We want Petio. T'imagines le délire ou pas? Carrément, on se souvient aussi que Cedric Alexander avait pris en photo un fan avec la pancarte We want Petio. Ouais. Moi, Christophe Ajus, il m'avait signé et Amal, parce qu'à l'époque, ils étaient ensemble. Mais bon, on parle pas de couple, là. On parle pas de couple. On n'est pas là pour ça. Mais en gros, voilà. Franchement, les amis, franchement, Tristan Archer, Cedric Alexander pour le titre des États-Unis, c'est vraiment incroyable. L'idée du match est magnifique. Du coup, donner la reste de la carte. Nous, on va travailler ça. Pour les Raw Tag Team Championship, je verrais bien un match avec toutes les équipes de Raw. Et pareil pour SmackDown, le même style. Et vous savez quoi? Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Soyons fous. Mettons les deux titres des deux rosters en jeu. C'est-à-dire que les deux paires de titres par équipe en jeu dans le même match. Ça serait une première aussi. Et tu mets toutes les équipes de Raw et de SmackDown et même d'NXT face à face. Toutes les équipes dans un gauntlet match par équipe. Et les gagnants remportent les titres par équipe. Tous les titres par équipe. Ça serait fou, mais ça serait beau. Ça veut dire que c'est-à-dire que l'équipe qui gagnera ce match sera la plus grande équipe de l'histoire du catch à la WWE. Si ça c'est pas beau, Kevin. Ah, ce sera magnifique si ça arrive. T'imagines que là on pourrait clairement dire c'est la plus grande équipe. Tu vois? Du coup, ça c'est réglé. En ce qui concerne le WWE World Heavyweight Championship, et là tout le monde se pose la question, et je vous comprends.
Cette question se pose parce que tout dépend de celui qui va gagner le Royal Rumble 2021. Et pareil pour le Raw Women's Championship et le SmackDown Women's Championship. Mais visiblement, vous le savez, pour moi, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. C'est-à-dire que pour moi, Ronda Rousey, elle va revenir au Royal Rumble. Et elle va gagner le Royal Rumble féminin. Elle va revenir en numéro 30, elle va gagner le Royal Rumble et elle va aller à Mania pour le match que je vous ai dit tout à l'heure. Les deux fois Horsewomen. Pour Shayna Baszler, sa rivalité avec la championne de SmackDown, Bayley. Je pense qu'on est d'accord, Kevin? Franchement, non, moi je préfère que ce soit Shayna Baszler, histoire de bien la relancer. Shayna Baszler qui gagne le Rumble et Ronda Rousey qui va chercher le titre de Bayley? Ouais. L'inverse. Vraiment, c'est... je veux dire, ah oui, Shayna Baszler qui gagne le Rumble et qui va chercher le titre de Raw, puisqu'elle est à Raw. Et Ronda Rousey qui va chercher le titre de Bayley. Ok. Bah, les deux façons, que ça soit l'un ou l'autre, c'est pareil. L'idée est la même. C'est ça. Donc du coup, pour le titre de Drew McIntyre, c'est la même chose. Il faut un gagnant du Royal Rumble. Et c'est ça la question. Quel homme va gagner le Royal Rumble 2021? Et là, c'est la grande question que tout le monde se pose. Franchement, tout le monde aimerait que ça soit CM Punk. Tout le monde. Numéro 30. Il revient, il fait son grand retour après 6 ans d'absence. Il gagne le Royal Rumble 2021. Il repart avec la victoire. Il affronte Drew McIntyre à WrestleMania 37 ou Seth Rollins si Rollins arrive à lui reprendre le titre, parce que je sais que Rollins va affronter CM Punk. Mais voilà. CM Punk McIntyre ou CM Punk Rollins, dans tous les cas, ça va être un gros match. N'est-ce pas, Kevin? Dans tous les cas, déjà, avoir CM Punk, c'est un très gros match, tu sais déjà. C'est clair. C'est très très clair. Et voilà, en host, tu pourrais ramener l'Undertaker, vu qu'il est Hall of Famer, c'est sûr. C'est sûr, c'est archivé, c'est sûr qu'il sera là. Et tu pourrais ramener la Nexus. Si tu veux vraiment faire popper tout le monde, tu ramènes la Nexus, mais pas pour qu'une seule soirée. Tu les fais catcher, bordel de merde. Tu les fais catcher. Comme à l'ancienne. Mais je te jure, Vince McMahon, si jamais tu fais tout ce qu'on te dit, tu fais revenir la Nexus dans toute l'arène de WrestleMania, t'imagines? We are one. Non. Genre juste le début de la musique qui retentit, mais incroyable. Juste l'arène, en plus le pire c'est que l'arène est en or. Et la musique de la Nexus est en or, c'est du jaune. Donc ils seront chez eux un peu, clairement. Tu vois? C'est un peu ça. Ils seront dans leur élément. Et puis après plus de 10 ans, ça serait magnifique. Magnifique. Ça serait sublime de les revoir. Ça serait fou. Donc, faut juste qu'ils arrivent à leur trouver un bon booking, c'est tout. C'est ça. Moi, je verrais bien CM Punk qui gagne le titre à WrestleMania pour clôturer ce show. Et à la fin, boum, la musique de la Nexus retentit. L'adversaire de CM Punk qui panique. Ensuite, la Nexus qui entoure le ring. Voilà, qui tabasse les gens qui s'occupe. Moi, je verrais bien, du coup, si c'est Rollins, toute la Nexus qui s'occupe de Austin Theory et de Buddy Murphy, qui les annihile complètement. Un Rollins qui est piégé à l'intérieur du ring, qui supplie CM Punk de l'aider. Sauf que, aux commandes de la Nexus, on a Wade Barrett, qui fait son retour également. Et Wade Barrett qui
du coup, va sourire à Seth Rollins. Seth Rollins ne va pas comprendre ce qui va se passer. Mais quand CM Punk va enlever sa jolie veste de hacker et que en dessous, il va y avoir le t-shirt de la Nexus, et ben, je pense que Rollins va comprendre ce que ça veut dire. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Il va comprendre ce que ça veut Je dire. pense qu'on a tout dit là. On s'est Voilà. un peu égaré à la fin, mais on a tout dit. Voilà les amis, donc voilà, c'est né. Là, en fait, la fin du show, on vous a juste expliqué notre WrestleMania Dream Card, donc la carte de rêve de WrestleMania pour le WWE Report. Il y a encore plein de matchs qu'on n'a pas dit. Est-ce qu'on aura des gros matchs? Est-ce que l'Undertaker fera son dernier match officiel à la WWE? On ne sait pas les amis, on ne sait pas, on ne peut pas deviner. Il y a encore plein de pay-per-view qui arrivent. On va pouvoir regarder ça ensemble les amis, vous inquiétez pas. Donc je vous invite à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous, activez la cloche parce que c'est le seul moyen pour vous tout simplement d'avoir toutes les informations sur nos prochaines vidéos. Et surtout n'oubliez pas qu'on se retrouve très prochainement avec des vlogs, des let's play, des émissions, des talk shows, des interviews exclusives de catcheurs internationaux et francophones, voire même français. Donc voilà. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement.